Vous écoutez le balado Un État bilingue particulier, créé dans le contexte d'un projet de Moment déterminant Canada du même nom. Le projet Un État bilingue particulier explore 250 ans de bilinguisme institutionnel français-anglais dans toute sa complexité évolutive, de l'Acte de Québec au présent, dans le contexte plus large de l'utilisation des langues au Canada. Chaque épisode consiste d'une conversation entre moi, Louis Lebel, créateur de contenu numérique au sein de Moment déterminant Canada, et de Serge Dupuis, un historien franco-ontarien, auteur de 3 livres et de plus de 30 articles portant tous sur le sujet de communautés francophones minoritaires au Canada. Ce deuxième épisode porte sur la bataille pour les écoles secondaires francophones en Ontario. Donc, merci Serge de te joindre à moi encore. Aujourd'hui, on va parler de la bataille des écoles franco-ontariennes, un sujet qui est relié un petit peu à l'épisode qu'on a fait dernièrement sur le règlement 17. On parle encore d'éducation, on parle encore de l'Ontario français. Avant de se lancer dans le sujet, dans le contexte historique, dans tout, peux-tu nous donner peut-être un petit survol? De quoi est-ce qu'on parle quand on dit la bataille des écoles franco-ontariennes? Les communautés de langue française de l'Ontario faisaient partie du Canada français. C'est-à-dire ce réseau institutionnel-là, chapeauté par l'Église catholique, qui avait été établi dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui comprenait des paroisses, des associations caritatives, des hôpitaux, des écoles et des collèges. Et quand on utilise des collèges comme expression, c'est peut-être pas l'image qu'on a aujourd'hui. En Ontario, on parle de collège d'art technique et appliqué. Vraiment, c'est un certificat technique qui vient après le secondaire. Au Québec, on va parler du cégep, qui est une formation hybride technique et intellectuelle qui arrive après le secondaire. À l'époque, les collèges, c'est le modèle de l'ancien régime français, où on enseigne à la fois le niveau secondaire ou son équivalent, et on peut y aller jusqu'à l'obtention du baccalauréat, dans certains cas. Donc, il y a des collèges qui n'enseignent que le secondaire, mais il y en a plusieurs qui offrent, par des ententes avec des universités, le baccalauréat en lettres ou en philosophie, ou généralement dans quelques disciplines d'arts libéraux. Donc, avec le déploiement du Canada français, le déploiement de son réseau institutionnel, avec la colonisation canadienne-française de l'Ontario, ben, il y a eu des collèges qui ont été établis dans les régions où il y avait des concentrations suffisantes. Bon, on pense certainement à la capitale du Canada. Le Collège de Bytown, c'est en 1848 et ça s'est transformé en Université d'Ottawa en 1866. Mais autour de cela, il y avait aussi d'autres collèges, le Collège Saint-Patrick, l'École secondaire, l'Université d'Ottawa. Donc, collège ou secondaire et université, secondaire et baccalauréat faisaient partie d'un tout dans ce réseau institutionnel-là qui était généralement dirigé par le clergé. Donc, après l'école primaire, souvent gérée par des parents dans des petites commissions scolaires locales, l'élite pouvait fréquenter le collège. Il y en avait pour les filles, comme le couvent Rideau à Toronto, ou le collège Sainte-Marie à New Liskeard, ou bien le couvent de Sturgeon Falls aussi, qui ont été établis au tournant du 20e siècle. Les garçons pouvaient fréquenter, par exemple, le collège du Sacré-Cœur de Sudbury en 1913, qui offrait le baccalauréat à partir de 1916 grâce à un partenariat pendant quelques années avec l'Université d'Ottawa, mais plus tard avec l'Université Laval. Donc, ce réseau-là existait. Il y avait des frais de scolarité. Cela étant dit, donc ce n'était pas donné pour tout le monde. Si on était performant à l'école, on pouvait accéder à des bourses, ce qui permettait à des gens moins nantis d'envoyer leurs enfants à ces collèges privés-là. Mais sinon, pour la masse, pour la majorité des jeunes, la scolarisation s'arrêtait quelque part pendant le primaire. Pour les garçons, c'était souvent un peu plus tôt, dès qu'ils avaient l'âge de travailler sur une ferme, par exemple, ou dans la forêt. Donc, peut-être au tout début de l'adolescence, même un peu plus tôt. Pour les filles, c'était assez commun de fréquenter l'école jusqu'à la 8e année, peut-être même de faire des classes post-élémentaires si on en avait dans notre milieu. Mais on ne fréquentait pas le high school de langue anglaise. Dans le high school, après l'abrogation du règlement 17 en 1927, on avait un cours qu'on appelait Special French. Special French, c'était un cours de français pour les francophones qui fréquentaient les high schools. Mais il fallait quand même pouvoir réussir dans un environnement anglophone, apprendre en anglais et puis sans accommodement.
Et pour les jeunes qui étaient peut-être plus bilingues, qui venaient de milieux urbains, qui l'avaient appris dans la rue, ça pouvait être une solution plus ou moins convenable. Il y en a plusieurs qui ont tenté leur chance et qui n'ont pas réussi. Encore dans les années 50, mon grand-père, par exemple, paternel, a fréquenté le Collège du Sacré-Cœur jusqu'à la 12e année. Il a essayé de faire la 13e année à Sturgeon Falls High School. Son anglais n'était pas assez bon, donc il n'a pas obtenu sa 13e année. Il a fini par lâcher. Et ça, cette histoire-là était assez courante, puis on le voit même dans les annuaires des écoles des high schools de Sudbury que j'avais faites fin 50, début années 60. On voit qu'en 9e, 10e année, les Canadiens français, c'est la moitié de la population dans des écoles anglaises, mais rendus à la fin, ils sont peut-être rendus 10%. Là. Il y en a qui réussissaient, mais c'était un environnement qui n'était pas adapté aux besoins de la population canadienne-française. Donc, on a cette espèce de triple système-là, c'est-à-dire le système d'abandon, qui est celui de la majorité, le système du collège, qui est celui de l'élite ou de ceux qui sont brillants, et le high school pour ceux qui sont suffisamment anglicisés et qui vont peut-être réussir pendant quelques années à poursuivre. Mais un diplôme d'études secondaires, en fait, c'est vraiment pas la norme. Puis en fait, des études postsecondaires, il y a juste à peu près 3% des Franco-Ontariens qui ont une éducation postsecondaire quelconque en 1960. Puis la majorité n'a pas un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est vous dire que le système ne fonctionne pas tellement bien, mais l'Ontario refuse de financer le secondaire en français. Ils ont toléré avec l'abrogation du règlement 17 que ce soit une langue jusqu'à la 8e année, peut-être même jusqu'à la 10e dans les classes post-élémentaires. Mais l'idée dans ces écoles qu'on appelait encore bilingues, c'était qu'on allait progressivement faire la transition vers l'anglais. Donc, on pouvait enseigner toutes les matières en français en première, deuxième année, mais rendu à la 7e ou 8e année, il faut les préparer au high school. C'est la position officielle. Donc, on s'attend que la moitié, sinon la majorité du programme scolaire dans les écoles bilingues soit enseigné en anglais parce que bon, c'était peut-être trop radical de les angliciser en troisième année. Bon, on va essayer de le faire en septième, huitième au lieu. Là. C'est la concession qu'on fait en abrogeant le règlement 17. Le problème, c'est que au tournant des années 1960, il y a une explosion démographique avec le baby boom. Donc, il faut bâtir des nouvelles écoles privées. Il y a quand même de l'assimilation qui se fait dans les high schools, chez les élèves qui restent là. Et il y a une chute dans les vocations religieuses, ce qui veut dire que les collèges privés doivent embaucher de plus en plus de laïcs. Le problème au niveau des finances, c'est que les laïcs exigent un salaire, alors que les religieux prennent une pension. Ça coûte bien moins cher avoir un prêtre ou une religieuse pour enseigner dans ton école parce qu'ils ont fait un vœu de pauvreté. Les enseignants, c'est surtout des hommes au secondaire à l'époque, c'est des pourvoyeurs. Les femmes, très souvent, travaillent peu ou pas à l'extérieur du foyer. Donc, ils ont besoin des pleins salaires pour supporter des familles qui sont quand même encore grandes après la Deuxième Guerre mondiale. On a en moyenne trois ou quatre enfants, puis souvent plus. Donc, il faut trouver des solutions et le réseau tombe en faillite au début des années 60. Faute de revenus, le Collège de Cornwall, par exemple, avait un déficit au-dessus d'1 million de dollars en dollars de l'époque. Donc, la plupart d'entre eux ferment leurs portes entre 1962 et 67. C'est une catastrophe. On supplie le gouvernement de financer le réseau de collèges, mais le gouvernement refuse sous prétexte qu'il ne finance pas l'éducation secondaire catholique, parce que ces collèges-là sont des collèges religieux. La Constitution de 1867 ne nous a pas exigé de le faire au secondaire. Et on ne le fera pas. On ne le fait pas pour les anglophones, on ne le fait pas pour les francophones. Vous avez une option pour le secondaire, c'est le high school. Vous avez votre special French. En 1965, on fait une première concession. On peut enseigner les sciences sociales en français dans les high schools où il y a une forte proportion canadienne-française. Donc, rendu en 65-66, dans les régions à majorité française, on peut faire la moitié du high school en français, à peu près. Mais c'est la seule concession qui se passe à ce moment-là. Donc, un régime en crise pour les collèges classiques qui s'avèrent plus viables, une population d'élèves grandissante qui a des ambitions d'obtenir un diplôme secondaire et de faire des études postsecondaires aussi, parce qu'on se dit que c'est la clé d'une économie post-industrielle, là, d'une certaine façon, et une espèce de résistance du gouvernement provincial. Donc, tout ça se transforme lentement en crise sociale qui nécessite
une réponse intelligente. Tu décris vraiment un très grand obstacle à l'éducation avec l'abandon, avec les collèges qui sont pour les riches. Puis je pense que c'est important de mentionner, je vois dans les notes ici que les anglophones, c'est quand même un pourcentage beaucoup plus important que les francophones qui puissent se rendre jusqu'à la 13e année. Dans les notes que tu as envoyées, c'est 3% des élèves franco-ontariens atteignent la 13e année alors que c'est 14% des élèves anglophones. Donc Oui, c'est un problème qui est vraiment ou pas un problème, un obstacle à l'éducation qui est propre aux francophones qui doivent s'adapter à ce système-là. Je crois que c'est important de démontrer que c'est pas juste tout le monde qui arrête l'école, mais c'est vraiment les Franco-Ontariens qui sont oui. punis un petit peu par ce système-là. Une Et il y a chose, un lien à la pauvreté aussi, parce que moins on est instruit souvent, pas toujours, mais souvent, moins on va payer d'impôts. Donc, c'est vu dans les années 1960, puis dans l'idéal des Trente Glorieuses, où on a de l'argent dans nos sociétés après la guerre. On se dit que c'est un problème social d'avoir une aussi grande population analphabète et mal instruite, et que la solution qui avait été imaginée en 1907 est peut-être devenue inadéquate. Elle n'avait jamais été acceptable aux yeux des Franco-Ontariens, il faut le dire. L'ACFEO, dès 1910, voulait un plein système scolaire qui comprenait le financement pour son secondaire, puis il a toujours essayé de décrocher de meilleures subventions parce que les écoles séparées ne pouvaient pas percevoir autant d'impôts, de taxes scolaires ou de taxes foncières scolaires pour leurs écoles que les écoles publiques. Donc, on a toujours travaillé à essayer de réduire cette iniquité-là, mais souvent sans succès, avec des concessions au compte-gouttes. Mais le gouvernement dans les années 60 est un peu plus ouvert, veut instruire la prochaine génération et constate tranquillement que sa solution ne fonctionne plus. Donc, il y a aussi une ouverture du gouvernement de faire les choses autrement là, dans la deuxième moitié des années 60. tu mentionnes l'ACFEO, l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, qui dès 1910 rend ce problème-là, cet enjeu-là, un cheval de bataille d'avoir un système d'éducation secondaire. Mais là, tout d'un coup, tu parles aussi des années 60, quand il y a une ouverture du gouvernement. Pourquoi ça a pris tant de temps d'avoir une réaction, d'avoir un mouvement du côté du gouvernement? Les Franco-Ontariens, à leur sommet, représentent à peu près 10% de la population provinciale. Donc, ils sont importants au niveau local, notamment dans l'Est et le Nord-Est et certaines pochettes du Sud-Ouest, par exemple. Donc, localement, on peut exercer une influence sur nos institutions, sur les élections scolaires, sur les conseils scolaires. Mais au niveau de la province, dans la masse, ça ne pèse pas très lourdement. Parmi la centaine de députés à Queen's Park, on en a généralement 6 à 12. Et donc, il faut toujours quêter auprès d'une majorité parce que cette minorité-là, elle est, oui, concentrée dans certaines régions, mais elle est dispersée puis elle est relativement faible. Donc, le poids politique joue dans le type de concession qu'on peut avoir. Puis on va parler dans 2 épisodes de la dualité au Nouveau-Brunswick, où les Acadiens composent une trentaine de pourcents de la population. Mais la dynamique politique ne se joue pas de la même manière parce qu'il faut de l'appui chez les Acadiens pour former un gouvernement. Alors qu'en Ontario, on peut très bien se passer de l'appui des Franco-Ontariens. Il y a des partis qui vont solliciter cet appui-là, principalement les libéraux, par exemple, au fil des ans, parce que on essaie d'aller chercher des circonscriptions un peu partout. Mais généralement, les conservateurs peuvent s'en passer avec un député franco-ontarien et parfois aucun. Et on peut former des gouvernements majoritaires. Donc, il n'y a pas le poids politique des franco-ontariens au niveau provincial n'est pas assez fort pour obtenir plus que des concessions au compte-gouttes, pour renverser la tendance d'avoir des politiques à petits pas. Donc, c'est brique par brique que l'on se bat pour obtenir un régime scolaire digne de ce nom. Puis c'est pour ça que la bataille s'étend sur plus d'un siècle aussi. C'est parce qu'avec chaque gouvernement, on essaie d'établir des relations, puis de faire progresser le projet de société qu'on défend. Déjà dans les années 40, on parlait d'une université franco-ontarienne qui aurait une vocation provinciale et ça ne s'est toujours pas fait en 2024 alors qu'on se parle. Donc, c'est très lent, les progrès. Il y en a, il faut les noter, mais ils sont obtenus à l'arraché. Ce qui est plus influent dans l'esprit du législateur ontarien, puis généralement des premiers ministres, c'est cette perception d'être un bon partenaire de la Confédération. Et en 1967, on commence à être dans une crise nationale avec
les ambitions autonomistes du Québec, les francophones qui acceptent de moins en moins d'être des citoyens de seconde zone, culturellement, économiquement, politiquement. Et il y a un constat que le Canada pourrait éclater et qu'il faut peut-être apporter des réformes au niveau fédéral, notamment avec les langues officielles, mais aussi dans les provinces, que le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, puis les provinces qui ont des populations canadiennes-françaises significatives, doivent poser des gestes de bonne foi. C'est d'ailleurs dans le cadre de la conférence de la Confédération de demain que le premier ministre John Robarts, en novembre 67, décide et annonce que le financement qui va financer le plein programme secondaire en français au sein des conseils scolaires publics. Donc, on peut avoir des high schools français. On ne change pas d'idée, on ne va pas financer le réseau des collèges qui est en train de fermer ses portes, mais on va accepter de financer des high schools de langue française. Le problème, c'est qu'il n'en existe pas un seul en 1967. Donc, il y a quand même un blocage idéologique là, l'idée que si c'est catholique, on ne va pas y verser une scène. Et puis, les Canadiens français ont ce réseau-là, mais tant pis, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'il faudrait le donner aux anglophones, catholiques aussi. Donc, débrouillez-vous avec ça. Donc, les Franco-Ontariens doivent un peu juger. Est-ce qu'on accepte de construire de nouvelles écoles alors qu'on avait un réseau, puis il est en train de s'écrouler? Il y a quelques écoles qui sont en mesure de faire la transition, qui se laïcisent ou qui se francisent. Je vais donner deux exemples. Il y a l'Académie de la Salle qui est menée par des Oblats. C'est un collège, mais qui a seulement le programme secondaire en 1967-68. Pendant l'été 68, ils décident de se laïciser et de devenir une école secondaire publique de langue française et de se joindre au conseil scolaire public. À Castleman, localité qui est francophone à 90% et dont les élèves sont à 95% francophones, dans le high school bilingue, où on enseigne seulement la moitié du programme en français, au cours de l'été 1968, on passe de Castleman Cambridge High School à école secondaire Castleman, en toute douceur. La même chose se passe à Welland, dans le Niagara. Il y a une transition à l'été 68. À d'autres endroits, on voit comme les conseils scolaires publics voient ça comme une opportunité pour aller chercher d'autres subventions provinciales pour la construction de nouvelles écoles et percevoir plus de taxes foncières. Donc, et leurs écoles débordent de toute façon avec le baby boom. Puis, on trouve ça fatigant, honnêtement, d'avoir des grosses masses de Canadiens français qui se parlent français entre eux dans nos murs. On ne sait pas quoi faire. Les enseignants anglais ont de la misère à les accommoder parfois. Donc, c'est vu comme une solution à un problème d'engorgement des high schools que de créer des nouvelles polyvalentes de langue française. Puis c'est ce qui arrive en 69 à Sudbury avec l'école secondaire McDonald-Cartier, puis à North Bay avec l'école secondaire Algonquin en 1969. À Toronto, c'est l'école secondaire Étienne Brûlé à North York en 1969. Donc, il y a ces trois modèles-là, ces trois parcours-là qui font émerger à peu près une quinzaine, vingtaine d'écoles entre 1968 et 1971. Donc, ça propose, c'est une solution qui est vue comme étant acceptable pour favoriser l'avancement socio-économique et culturel des Franco-Ontariens à plusieurs endroits, mais ça ne fonctionne pas partout. Tu parles d'une centaine d'années de combat, tu parles du poids politique franco-ontarien qui est peut-être pas assez fort pour pousser un changement avant qu'il y ait une crise sociale. Une crise sociale que tu décris qui arrive dans les années 60 avec un boom de population, avec l'échec du système des collèges. Donc, une fois qu'il y a cette crise sociale-là et qu'il y a une obligation d'agir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui mène au développement finalement de ce système d'école secondaire? Il y a plusieurs réalités locales. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y avait un incitatif puis une volonté, un incitatif chez les anglophones puis une volonté chez les Canadiens français, on a pu trouver une solution en 68-69. À certains endroits, ça bloque pour d'autres raisons. Et puis, on a une série de crises scolaires de 1970 à 1980, ben, vraiment la fin des années 80, là, les dernières, je vous dirais. On a presque 20 ans de crise scolaire dans certains milieux, souvent où les polyvalentes, les high school bilingues, peuvent accommoder les élèves. On n'a pas nécessairement un problème d'engorgement, donc parfois, les francophones veulent leur propre édifice puis leur propre établissement, mais le high school
peut les accommoder. Donc, il y a une objection là. Il y a aussi une objection idéologique, dans l'idée que le high school bilingue, ben, c'est un instrument pour favoriser le Canada de demain. Sauf que le fardeau du bilinguisme repose presque exclusivement sur les Franco-Ontariens. Les anglophones parlent très rarement le français. Il n'y a pas d'école d'immersion française avant vraiment le milieu des années 1970. Donc, à l'époque, les anglophones, c'est des unilingues anglais, puis les francophones sont obligés d'être bilingues et parfois parfaitement bilingues pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. Donc, il y a une espèce d'injustice qui existe. Il y a un blocage idéologique aussi dans l'idée qu'il y a des conseils scolaires publics qui ont toujours géré des populations essentiellement protestantes puis de langue anglaise qui, là, se retrouvent avec des francophones catholiques à leur table et puis qui veulent des établissements et puis qui refusent mordicus en se disant non, non, le high school bilingue, c'est bien suffisant. On augmentera les cours en français, mais vous n'avez pas besoin de votre propre école. Les francophones, de leur côté, disent ben, c'est un droit. Les deux se trompent un petit peu parce qu'en quelque part, les lois 140 et 141 donnent beaucoup de discrétion au conseil scolaire public dans la manière qu'ils répondent à cette question-là. Ça n'oblige personne. Il n'y a pas de droit constitutionnel à l'éducation en français à l'époque, pas avant 1982. Donc, les situations deviennent intenables. Il y a des mobilisations, il y a des résistances, il y a des boycotts, notamment à Sturgeon Falls, de l'inscription en septembre 1971 parce qu'on avait des options qui étaient vues comme étant pas convenables. Les collèges avaient fermé, donc l'élite n'était pas contente. On ne pouvait plus envoyer nos garçons au collège du Sacré-Cœur ou au collège de Cornwall. Les filles avaient perdu le couvent rideau, donc l'élite était forcée d'aller au high school. Cette élite-là qui avait été enseignée par un clergé généralement du Québec, mais très instruit, qui là se retrouvait dans le high school avec la masse des gens. Donc, eux n'étaient pas contents de cette situation-là. Les high schools avaient beaucoup d'enseignants anglophones unilingues qui interdisaient qu'on dise un mot de français à certains endroits. Il y avait des Canadiens français qui y enseignaient aussi. Il y en a des francophones qui aimaient l'idée du bilinguisme, qui disaient ben, le marché du travail en Ontario, c'est en anglais, puis il faudrait bien que nos jeunes soient anglicisés. Ça, c'était plus l'opinion d'une classe ouvrière marginalisée, souvent l'élite professionnelle je disais qu'elle avait très bien réussi en étant formée en français, puis en ayant appris l'anglais dans les marges, puis qu'il soit devenu parfaitement bilingue. Des professionnels qui pouvaient offrir des services dans les deux langues, mais qu'en Ontario, il fallait une éducation en français pour pouvoir atteindre ce niveau de bilinguisme professionnel-là. Puis aussi, bon, ça faisait partie de nos valeurs, nos cultures, nos familles étaient francophones. Pourquoi est-ce qu'on se ferait imposer le high school bilingue? Alors qu'on n'impose pas le contraire aux Anglo-Québécois. Les Anglo-Québécois ont des high schools depuis le 19e siècle et on ne leur a jamais imposé un bilinguisme comme ça. Donc, c'est vu comme une espèce d'injustice, comme des vestiges du colonialisme britannique. Donc, on veut mettre fin à ça, puis ça donne des résistances absolument spectaculaires dans la rue, dans les conseils scolaires au point où le gouvernement de l'Ontario, à plus d'une reprise, doit envoyer des médiateurs pour intervenir dans la crise sociale qui risque de devenir violente à Sturgeon Falls, à Penetanguishene en 79, à Windsor en 80, à Elliott Lake en 74, à Cornwall en 75, Dubreuil-Wawa en 1984. Il y a des crises sociales qui éclatent partout parce que la loi, en ouvrant la possibilité à des écoles secondaires de langue française, donnait beaucoup de marge de manœuvre à des conseillers scolaires publics anglophones qui ne voulaient pas des francophones en leur sein ou qui trouvaient que les installations existantes étaient adéquates, qu'on ne devait pas créer une bâtisse indépendante pour que les francophones soient des citoyens égaux. Tu décris ici, il y a plusieurs solutions qui semblent comme une solution rapaillée des écoles mixtes. Il y a des endroits où ça fonctionne mieux, des endroits où il y a des crises scolaires qui développent. Qu'est-ce qui vient en quelque sorte formaliser les obligations, puis formaliser les solutions que tu as décrites qui sont parfois improvistes? Lorsqu'on a rédigé la Charte canadienne des droits et libertés en 1980-1981, Jean-Robert Gauthier, qui était le député d'Ottawa-Vanier, était au courant de toutes ces crises scolaires-là. Il n'y en avait eu pas dans sa circonscription, mais à Nepean, par exemple, pour une école secondaire de langue française dans l'ouest de la capitale. Et
il était pleinement conscient qu'on devait avoir un article pour garantir l'enseignement dans la minorité de langue officielle, pour essentiellement offrir aux francophones hors Québec l'équivalent de ce qui existait au Québec pour les anglophones. Il aurait voulu garantir les conseils scolaires. Il n'a pas tout à fait obtenu ça dans l'article 23, mais il a obtenu assez clairement le droit à un enseignement en français au primaire et au secondaire, là où le nombre le justifie. Donc, on ne pouvait quand même pas avoir une école pour deux élèves, mais qui avait un seuil d'une vingtaine d'élèves qui était suffisant pour constituer un établissement, même dans la plus petite des communautés, pour offrir une pleine éducation de langue française où on avait des nombres suffisants pour avoir quelques classes. L'article 23 a été testé par les tribunaux provinciaux et fédéraux en 83, 84, vraiment tout au cours des années 80 et 90 pour clarifier les obligations des provinces à l'endroit de l'éducation de langue française. Et ce que ça a clarifié dans une décision, par exemple, de 1984, c'est que les écoles mixtes étaient inconstitutionnelles. On ne pouvait pas offrir un programme bilingue ou partager des installations ou avoir un programme où les sports, puis les activités parascolaires, puis les programmes spécialisés étaient offerts qu'en anglais. On n'était pas en train d'offrir de l'égalité là, dans ces situations-là. Donc, il y a eu des endroits où on a fini par avoir deux écoles dans une bâtisse. Effectivement, on avait deux bureaux de direction, deux secrétariats et tout ça, puis on partageait peut-être le gymnase, mais on avait des programmes scolaires, des administrations scolaires complètement indépendantes, alors que jusqu'en 1982, elles pouvaient encore être mélangées parce qu'elles faisaient partie du même conseil scolaire public à l'époque, anglo-dominant, faut-il le rappeler, à peu près partout. Donc, on a mis fin à ça. Ça a permis à des crises scolaires d'avoir une diminution de l'intensité des crises scolaires. À Mattawa et Iroquois Falls, par exemple, où, avec la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, on a fini par obtenir des écoles indépendantes à Wawa aussi, en 84-85. Dans la deuxième moitié des années 80, début 90, on bâtit des nouvelles écoles. Elles commencent souvent dans des portatives parce que le conseil scolaire n'avait pas planifié de faire cette concession-là. C'est plutôt le tribunal qui le force quasiment, là. Puis l'article 23 qui force la note. Mais on finit par construire des pleines écoles secondaires à la fin des années 80 et 90 qui permettent au début des années 90 d'avoir un régime à peu près complet d'école secondaire de langue française. On n'a pas parlé trop de la nuance du parachèvement catholique dans tout ça. C'est que l'Ontario a aussi permis le financement du secondaire catholique à cette époque-là. Donc, il y a eu des bouleversements. Certaines écoles publiques sont devenues catholiques. On a construit des écoles catholiques à côté d'écoles publiques. Donc, le nombre d'écoles secondaires franco-ontariennes a continué de croître. On était peut-être à une vingtaine dans la première moitié des années 1970. Dans les années 90, on se rapprochait d'à peu près 80 écoles. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est plus proche de 110. Donc, on a trouvé des moyens de démontrer qu'il y avait un certain nombre d'ayants droit, c'est-à-dire des enfants de parents qui avaient été formés en français au Canada, suffisant pour justifier l'existence d'une école, même dans des petites localités. Donc, à Wawa, puis à Dubreuilville, on a des écoles de langue secondaire de langue française maintenant, dans un endroit où il n'y en avait qu'une seule autrefois. Donc, on a plus d'écoles de langue française, mais aujourd'hui, elles ont tendance à être beaucoup plus petites au niveau du corps d'élèves parce que le baby boom est clairement passé. Et puis, on est deux générations plus tard, il y a moins d'enfants qui fréquentent les établissements, mais on est encore aux alentours d'à peu près 20 000 élèves dans ce réseau d'écoles-là. C'est sûr que mon expérience confirme un petit peu ça, qu'on a des écoles franco-ontariennes, mais qui sont un petit peu plus petites. Moi, je suis allé à l'école secondaire justement à Nepean, en Ontario, donc potentiellement celle où tu parles qu'il y a eu une crise dans les années 80. Et c'est une école aujourd'hui qui est quand même assez petite comparée aux autres écoles anglophones de la région, C'est malgré quelle école? Au Maire des Lauriers, OK, OK, oui, oui. qui Il y a était eu les Jeux franco-ontariens en 2018, je pense. Ça se peut-tu? En tout ça cas. se peut, mais j'étais parti. Oui, ben c'est Je ça. dévoile mon âge, mais je n'étais pas au secondaire en 2018. Mais c'est l'école qui était l'école Champlain, je crois, à Oui, l'origine, c'est ou ça. l'école de l'Ouest.
Donc, c'est quelque chose, moi, je vois beaucoup de l'histoire de mon école et je ressens ce que tu décris, la situation actuelle, dans mon expérience à moi aussi. Je suis sûr que plusieurs auditeurs vont avoir la même expérience. Tu nous parles aujourd'hui donc d'une situation où on a une population franco-ontarienne qui a un poids démographique qui est peut-être pas assez important pour avoir ce qu'elle veut dès le début, mais les soucis d'être un bon partenaire de la Confédération, éventuellement la Constitution elle-même vont leur permettre d'avoir des avancées qui vont leur octroyer un réseau d'écoles secondaires qui cherchent depuis longtemps. Donc, on voit toutes les crises, tout ça qui vient mener à ça, qui rentre bien dans la série qu'on fait de balado, de podcast où on a parlé la dernière fois du règlement 17. Et on va parler dans les prochains épisodes encore de lutte pour la gestion scolaire et du Nouveau-Brunswick où on va revoir des éléments semblables. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de discuter de ça ce matin, Serge, puis on se reparle bientôt pour les prochaines. Ça m'a fait plaisir. Merci, Louis. Un grand merci à Serge pour cette belle conversation. Si vous avez apprécié cet épisode, assurez-vous d'écouter les autres épisodes de cette série ainsi que lire les articles connexes qui sont créés sur le site web de Moment Déterminant Canada.